Un matin, une phrase unique est entrée dans l'histoire comme un coup de tonnerre. Dans un parlement lointain, des citoyens ont prononcé le nom d'un capitaine burkinabé et le silence qui suivit a fait vaciller plus de certitudes que 10 discours diplomatiques. Pourquoi une île des Caraïbes, fatiguée d'années de promesses brisées, en est-elle venue à se mesurer à l'aune d'un homme venu d'Afrique de l'Ouest? Relançant partout les recherches, Ibrahim Traoré Burkina Faso. Burkina Faso News et chaque Ibrahim Traoré interview comme si elle portait la réponse manquante. Et surtout, qu'est-ce que ce moment révèle du monde noir contemporain, de ses attentes, de son impatience, de son besoin de vérité? Car derrière ce murmure devenu onde de choc se cache un fragment de haute tension. Un peuple s'est vu brusquement reflété dans le courage d'un autre. Et ce reflet, ce motif du miroir qui tremble, reviendra encore, encore et encore dans toute cette histoire. Si la Jamaïque entière, puis la Caraïbe, puis la diaspora africaine se sont soudain tournés vers ce moment unique, c'est parce que l'écho de cette phrase prononcée au Parlement n'a pas seulement traversé une salle politique, il a traversé des générations entières. Pour des milliers de familles, ce fut comme entendre une vérité qu'elles portaient depuis longtemps, mais qu'aucun dirigeant n'avait osé formuler. Cette secousse n'est pas née du hasard, elle est née du contraste. Un contraste entre une île fatiguée d'être déçue et un capitaine du Burkina Faso dont les prises de parole circulent déjà largement sous les mots-clés Ibrahim Traoré, Burkina Faso News et chaque Ibrahim Traoré interview partagée comme un rappel de ce que peut être une parole droite. Ce moment jamaïcain a réveillé des questions personnelles. Jusqu'où un peuple peut supporter l'oubli? Pourquoi faut-il regarder au loin pour retrouver un modèle de posture, de dignité, de courage? Et il a réveillé des questions globales. Que se passe-t-il lorsqu'un petit pays inspire un autre petit pays sans armée, sans pression, uniquement par la clarté morale? Micro-hook. Pourtant, derrière cette onde populaire, un détail majeur a été passé sous silence, un mécanisme discret qui explique pourquoi la simple évocation du nom de Traoré a suffi à déclencher une prise de conscience collective. Mais je comprends pourquoi cette phrase a fait vibrer une île entière, pourquoi elle a percé le brouillard de la résignation, pourquoi elle porte une énergie bien plus large que son contexte. Il faut revenir au système qui existait avant la secousse. Si la Jamaïque entière, puis la Caraïbe, puis la diaspora africaine se sont soudain tournés vers ce moment unique, c'est parce que l'écho de cette phrase prononcée au Parlement n'a pas seulement traversé une salle politique, il a traversé des générations entières. Pour des milliers de familles, ce fut comme entendre une vérité qu'elles portaient depuis longtemps, mais qu'aucun dirigeant n'avait osé formuler. Cette secousse n'est pas née du hasard, elle est née du contraste. Un contraste entre une île fatiguée d'être déçue et un capitaine du Burkina Faso dont les prises de parole circulent déjà largement sous les mots-clés Ibrahim Traoré Burkina Faso News et chaque Ibrahim Traoré interview partagée comme un rappel de ce que peut être une parole droite. Ce moment jamaïcain a réveillé des questions personnelles. Jusqu'où un peuple peut supporter l'oubli? Pourquoi faut-il regarder au loin pour retrouver un modèle de posture, de dignité, de courage? Et il a réveillé des questions globales. Que se passe-t-il lorsqu'un petit pays inspire un autre petit pays, sans armée, sans pression, uniquement par la clarté morale? Micro-hook. Pourtant, derrière cette onde populaire, un détail majeur a été passé sous silence, un mécanisme discret qui explique pourquoi la simple évocation du nom de Traoré a suffi à déclencher une prise de conscience collective. Mais je comprends pourquoi cette phrase a fait vibrer une île entière, pourquoi elle a percé le brouillard de la résignation, pourquoi elle porte une énergie bien plus large que son contexte. Il faut revenir au système qui existait avant la secousse. À l'instant où la Jamaïque prononça cette phrase qui fit trembler son propre parlement, un autre homme, à des milliers de kilomètres,
se trouvait déjà face au choix le plus périlleux de sa génération. Pour Ibrahim Traoré, chaque jour au pouvoir ressemblait à une ligne fine tendue entre deux mondes. Le premier, familier, confortable pour beaucoup de dirigeants africains avant lui, était celui de la sécurité apparente. Rester dans l'orbite des grandes puissances, accepter les programmes économiques prémâchés, suivre les recommandations militaires extérieures, calibrer chaque Ibrahim, Traor interview pour ne pas froisser les partenaires, laisser les Burkina Faso News raconter un récit poli et prévisible. C'était le chemin de la stabilité superficielle, celui où les élites dorment tranquilles, mais où les peuples continuent de survivre au lieu de vivre. Le second chemin était tout autre, un sentier abrupt, imprévisible, risqué, où l'on ose dire non aux puissances installées, où l'on refuse les injonctions et les menaces, où chaque prise de position peut provoquer une crise diplomatique, une sanction financière, voire un isolement stratégique. Sur ce sentier, le Burkina Faso n'aurait plus l'assurance d'un parapluie extérieur, mais il aurait quelque chose qu'aucune puissance ne peut offrir, la possibilité de redevenir maître de son propre destin. Entre ces deux routes, Traoré ne voyait pas seulement un choix politique, il voyait un choix moral. Ses officiers disaient qu'il passait des nuits entières debout, devant des dossiers empilés, évaluant non pas ce qui était le plus prudent, mais ce qui serait le plus juste. Il savait qu'en choisissant la rupture, il mettait en jeu bien plus que sa fonction. Il mettait sa vie, l'avenir des jeunes soldats qui le suivaient, et la confiance fragile d'un peuple qui avait trop souvent été trahi. Les experts qui suivent de près, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, l'ont noté. À chaque discours, son ton devenait plus ferme. À chaque apparition, son uniforme semblait plus symbolique. Une phrase que ses proches attribuent à lui résume sa boussole intérieure. Mieux vaut un peuple debout qu'un pays riche à genoux. Mais cette intransigeance, admirée par les populations, inquiétait ceux qui tenaient les leviers de l'ancien ordre. Les pressions se multiplièrent, visites diplomatiques déguisées en conseils, messages codés dans certains médias, tentatives d'acheter des voix au sein de l'armée, promesses d'investissement rapide en échange de concessions politiques. Et c'est alors que survint l'élément que peu connaissent. Micro-hook, dans l'ombre d'un couloir sans caméra, une proposition secrète fut déposée sur la table. Une proposition si précise, si calculée, qu'elle semblait écrite pour provoquer un basculement. Une proposition qui change tout. Lorsque l'offre secrète arriva sur son bureau, Ibrahim Traoré comprit immédiatement que le véritable affrontement commençait. Jusqu'ici, il avait résisté aux pressions officielles. Les visites diplomatiques masquées sous des sourires, les recommandations économiques présentées comme des obligations, les récits médiatiques cherchant à l'enfermer dans l'image d'un jeune dirigeant téméraire. Mais cette proposition, venue par un canal inhabituel, ouvrait le premier chapitre d'un parcours où chaque pas serait scruté par ceux qui souhaitaient son échec. Le premier chantage fut subtil, une promesse d'investissement rapide pour stabiliser le pays, à condition qu'il renonce à certaines décisions souveraines. Ce fut le Tchanguin, l'action initiale de Traoré, celle qui allait révéler sa véritable boussole. Il repoussa l'offre sans hésiter, expliquant à son entourage qu'un pays qui vend sa souveraineté pour des infrastructures n'obtient ni les infrastructures promises, ni la souveraineté perdue. Cette décision provoqua une brusque réaction en chaîne. Certains hauts gradés, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer. De vieilles alliances internes furent réactivées. Des figures économiques influentes adoptèrent un discours alarmiste sur la dérive nationale. Micro-hook, pourtant un détail échappait à tous, un détail que Traoré avait déjà anticipé. Pendant que ses opposants internes tentaient de tester sa détermination, lui préparaient en secret un plan de réorganisation stratégique visant à réduire l'influence des réseaux qui, depuis des décennies, servaient de relais à des intérêts extérieurs. C'est alors que commença le Tchang-2, l'affrontement direct.
Les campagnes médiatiques d'ayant se firent de plus agressives, les rumeurs plus malveillantes, certaines ambassades multiplièrent les signaux d'inquiétude. Les Burkina Faso News étrangères insistèrent sur un supposé isolement diplomatique, tandis que chaque Ibrahim Traoré interview était disséqué pour y trouver la moindre faille. Traoré, lui, garda un silence rigoureux. Il multiplia les visites auprès de ses soldats, rétablit des circuits logistiques oubliés, renforça la discipline interne et surtout exigea que chaque décision militaire soit recentrée sur une logique de défense nationale et non de coopération à sens unique. La tension monta d'un cran lorsqu'une lettre anonyme, probablement issue d'un réseau de l'ancienne élite, circula dans l'armée, insinuant que le pays courait vers l'abîme. Ce fut le moment où la confrontation atteignit une intensité nouvelle. Les soutiens de Traoré comprirent qu'il ne faisait pas seulement face à des pressions extérieures, mais à un front interne déterminé à l'ébranler. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, un document classé circulait discrètement entre ses mains. Une preuve irréfutable que l'offre reçue au départ n'était pas seulement diplomatique, mais qu'elle dissimulait un mécanisme d'ingérence planifié depuis des mois. Ce document allait déclencher le premier véritable chaos de l'histoire, celui qui ferait basculer le pays dans une nouvelle phase de lutte ouverte. À partir du moment où le document classé révéla que l'offre initiale cachait un dispositif d'ingérence soigneusement ficelé, la crise entra dans son Chang 3, le point de bascule où la pression se transforme en encerclement. Traoré comprit qu'il ne faisait plus face à une simple tentative de manipulation, mais à un schéma complet visant à rendre le Burkina Faso ingouvernable s'il persistait dans la voie de la souveraineté. Les signaux se mirent à converger. Entreprises stratégiques soudain privées de certains contrats, partenaires financiers retardant des décaissements promis, relais internationaux lançant des récits alarmistes sur la situation sécuritaire. Les Burkina Faso News étrangères répétaient le même refrain: instabilité, isolement, radicalisation. Micro-hook, ce que très peu savaient, c'est qu'en coulisses, des contacts régionaux commençaient à tester le terrain pour une transition forcée. Dans les casernes, la tension devenait palpable. Certains officiers, nourris de rumeurs, se demandaient si la ligne dure de Traoré ne menait pas le pays vers une impasse. Mais lui voyait plus loin. Il savait que céder à ce moment-là ne ferait que confirmer aux puissances extérieures qu'il suffisait d'accentuer la pression pour briser un État. C'est alors qu'il entra dans le champ 4, celui de la décision historique. Au lieu de reculer, il choisit d'exposer le mécanisme d'ingérence à un cercle élargi de responsables militaires et civils, leur montrant noir sur blanc comment leur avenir était planifié à distance. Cette démarche risquait de créer un choc, voire des divisions, mais elle portait un message central. Si le pays se taisait, il deviendrait complice de sa propre subordination. Il convoqua également des rencontres discrètes avec certains partenaires africains, esquissant l'idée que la sécurité et l'indépendance économique de la région ne pouvaient plus dépendre d'agendas écrits ailleurs. Les observateurs qui suivent de près Ibrahim Traoré, Burkina Faso, notèrent qu'à partir de ce moment, ses prises de parole changèrent de tonalité. Chaque Ibrahim Traoré interview devint moins défensive, plus structurée, comme s'il ne s'adressait plus seulement à son peuple, mais à toute une génération de nations fatiguées de vivre à crédit sur leur dignité. La crise atteignit son sommet lorsqu'une série de signaux concordants laissa penser qu'un accident politique était en préparation. Déplacements suspects autour de certaines résidences, fuite médiatique cherchant à préparer l'opinion à un scénario de remplacement consensuel, rumeur d'une tentative de recomposition du commandement militaire. Là, le choix de Traoré prit tout son sens. Au lieu de se cacher, il se montra davantage, multiplia les visites de terrain, renforça la cohésion avec les troupes les plus exposées et fit comprendre par des gestes plus que par des mots qu'il était prêt à assumer le coût ultime de sa ligne. Micro-hook,
Ce qu'ignorent encore beaucoup d'analystes, c'est qu'à cet instant précis, une autre pièce du jeu se mit en mouvement. Loin des caméras, dans un lieu où l'on ne parle pas de sondage, mais de loyauté et de serment. Une pièce qui allait déterminer non seulement le sort de Traoré, mais l'équilibre moral de tout un continent. Lorsque les premières informations sur la tentative d'ingérence commencèrent à filtrer, non pas publiquement, mais par des gestes, des silences et des alignements soudains, la réaction du pays et du monde noir prit une ampleur inattendue. Au Burkina Faso, les communautés, déjà sensibilisées par des mois de tension, ressentirent qu'un seuil avait été franchi. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les anciens parlaient de vent mauvais, tandis que les jeunes, connectés au réseau panafricain, partageaient en boucle les analyses liant la crise nationale aux stratégies extérieures. Dans les casernes, l'ambiance changea aussi. Les soldats comprirent que la pression exercée sur leur chef n'était pas une simple bataille politique, mais une tentative de briser une trajectoire de souveraineté naissante. À l'international, la réaction fut tout aussi remarquable. Dans la diaspora, des voix s'élevèrent pour dénoncer ce qui ressemblait à un scénario déjà vu, répété contre tout dirigeant noir refusant la tutelle des puissances. Les talk-shows des Caraïbes comparèrent ouvertement la situation du Burkina à celle qui avait secoué Kingston. Motif récurrent, le miroir, ce miroir que les peuples retournent vers leurs dirigeants, refit surface pour la deuxième fois, révélant un fil rouge entre les réveils populaires. Les médias africains, souvent prudents, commencèrent à poser des questions que l'on évitait depuis longtemps. Pourquoi chaque fois qu'un pays cherche à se tenir debout, une crise survient-elle mystérieusement ? Même certains analystes occidentaux, surpris par la cohésion burkinabé, adoptèrent un ton plus mesuré, conscients que la narration traditionnelle ne suffisait plus. À ce moment, la question n'était plus de savoir si le peuple soutenait Traoré, mais jusqu'où il était prêt à aller pour défendre la trajectoire qu'il incarnait. À l'échelle globale, l'affrontement autour du Burkina Faso dépasse largement le cas d'un pays enclavé de 20 millions d'habitants. Il interroge le statut même des petites nations dans un système où 54 États africains représentent plus d'1 milliard de personnes mais pèsent encore trop peu sur les décisions qui les concernent. Le fait qu'un dirigeant, suivi de près à travers chaque Ibrahim Traoré interview et chaque mention Ibrahim Traoré Burkina Faso dans les Burkina Faso News, ose refuser les scénarios écrits à l'avance, agit comme un test grandeur nature pour ce siècle. Si le Burkina paie un prix lourd, le message envoyé au reste du continent sera clair. La souveraineté reste coûteuse mais possible. Si au contraire, le système parvient à le briser, beaucoup concluront qu'aucune marge réelle n'existe. Alors, est-on en train de voir naître les prémices d'un nouvel ordre? À la fin de ce chapitre, le Burkina Faso se tient devant le même miroir que la Jamaïque, la Caraïbe et tant d'autres terres noires avant lui. Ce miroir, motif qui revient pour la 3e fois, ne montre pas seulement le visage d'un homme, mais la posture d'un peuple qui choisit entre confort et courage. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez un instant pour écrire ce que vous ressentez, pour que votre voix s'ajoute au cœur de celles qui refusent de se taire. Si vous pensez que ce chemin mérite d'être vu, partagez-le avec un ami, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car le prochain épisode commencera là où ce miroir se tournera vers d'autres nations.